Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter deux questions de calcul 1 portant sur les séries numériques, les séries entières et la série de Taylor d'une fonction. Commençons par la question 1 suivante. Déterminer pour quelle valeur de P appartenant à R, la série suivante diverge, converge simplement ou converge absolument. Il s'agit de la série sigma de n égale 2 à l'infini de moins 1 puissance n fois exponentielle moins np sur n moins 1 sur n. Alors, posons un égale moins 1 puissance n exponentielle moins np sur n moins 1 sur n. Commençons par la valeur p égale 0. Premier cas, si p égale 0, un s'écrit moins 1 puissance n fois 1 sur n moins 1 sur n, que l'on peut écrire sous la forme moins 1 puissance n fois vn, avec vn égale 1 sur n moins 1 sur n. Alors on voit que cette suite Vn est décroissante. N est supérieur ou égal à 2, donc il s'agit ici de termes positifs. Nous voyons que si n est croissante, si n croît, 1 sur n décroît, donc moins 1 sur n croît, donc n moins 1 sur n croît, et donc l'inverse décroît. Mais on peut le vérifier en étudiant la fonction définie par f de x égale 1 sur x moins 1 sur x, qui s'écrit x sur x carré moins 1. En dérivant cette fonction, on trouve moins 1 moins x carré sur x carré moins 1 au carré, résultat qui est négatif. Ce qui prouve que f est décroissante et par suite Vn, qui est égal à f de n, va être décroissante. Nous remarquons aussi que la limite de Vn quand n tend vers l'infini est nulle. Et donc, nous sommes devant un terme général un qui s'écrit moins 1 puissance n Vn, avec Vn le terme général d'une série numérique, avec Vn décroissante vers 0. Il s'agit donc d'une série alternée et par conséquent elle est convergente. Maintenant, si on prend la valeur absolue de un, cela se réduit à 1 sur n moins 1 sur n, ou bien n sur n carré moins 1. C'est un terme positif, nous savons que n est supérieur ou égal à 2. Ce terme équivaut à 1 sur n, pour n assez grand. Et donc, en utilisant la comparaison de deux séries à termes positifs, par équivalence, nous avons sigma de 1 sur n diverge car c'est la série harmonique. Donc, sigma de valeur absolue de un diverge, d'après la propriété d'équivalence des termes de deux séries à termes positifs. Donc, dans le cas p égale 0, il y a convergence simple, mais il n'y a pas convergence absolue. Deuxième cas, si p est négatif. Dans ce cas, la valeur absolue de un s'écrit exponentielle moins np sur n moins 1 sur n, ou encore n sur n carré moins 1 exponentielle moins np. P est négatif, l'exponentielle tend vers l'infini et donc l'emporte sur cette fraction rationnelle en n. Et donc la limite de la valeur absolue de un quand elle tend vers l'infini est égale à plus l'infini. Alors si la limite de valeur absolue de un est égale à plus l'infini, c'est que un et valeur absolue de un ne tendent pas vers 0. Par conséquent, les séries associées sigma de un et sigma de valeur absolue de un divergent, car on sait que si un ne tend pas vers 0, sigma de un diverge, car la condition nécessaire n'est pas satisfaite. Deuxième cas, donc dans le deuxième cas, nous avons donc ni convergence simple, ni convergence absolue. Troisième cas, si P est positif, dans ce cas, valeur absolue de un s'écrit n sur n carré moins 1 exponentielle moins np. Cette fois-ci, l'exponentielle tend vers 0, donc la valeur absolue de un tend vers 0, mais cela ne suffit pas, car il s'agit seulement de la condition nécessaire qui n'est pas suffisante pour affirmer la convergence. Alors, pour étudier la convergence, nous allons comparer la série de termes générales valeur absolue de un à une série de Riemann de la forme sigma de 1 sur n puissance alpha avec alpha supérieur à 1. Pour cela, nous remarquons que si nous multiplions valeur absolue de un par n carré, cela devient n au cube sur n carré moins 1 exponentielle moins np.
terme positif qui équivaut à n exponentielle moins np, et cette quantité tend vers 0. Donc, nous avons limite de n carré valeur absolue de un quand n tend vers l'infini est égal à la limite de n exponentielle moins np quand n tend vers l'infini égale 0, car l'exponentielle va vers 0. On en déduit que sigma de valeur absolue de un converge. Alors, pour plus de détails, cela signifie, puisque la limite de n carré valeur absolue de un est nulle, c'est qu'à partir d'un certain rang, il va devenir inférieur ou égal à 1, puisqu'il tend vers 0. Disons qu'à partir de grand N, nous aurons n carré valeur absolue de un inférieur ou égal à 1. Ou encore, pour tout n supérieur ou égal à grand N, nous aurons valeur absolue de un inférieur ou égal à 1 sur n carré. Et là, nous avons les termes positifs de deux séries. Alors, cette inégalité montre que, puisque la série de Riemann, sigma de 1 sur n carré converge, alors sigma de valeur absolue de un converge. Nous avons donc utilisé la comparaison entre deux séries à termes positifs. Donc, il y a convergence absolue. Mais comme il y a convergence absolue, il y a automatiquement convergence simple. En résumé, pour p égale 0, il y a convergence simple, mais il n'y a pas de convergence absolue. Pour p négatif, il n'y a ni convergence simple ni convergence absolue. Et pour p positif, il y a à la fois convergence simple et convergence absolue. Question 2. Soit la fonction f de x égale sinus x, petit a, donner la série de Taylor de f de x autour de petit a égale pi sur 4. Petit b, quel est le rayon de convergence de cette série entière? Et petit c, à l'aide de résultats vus en cours, établir que la série converge vers f de x pour tout x dans son intervalle de convergence. Nous commençons donc par la recherche de la série de Taylor de f. Au point pi sur 4, nous savons que cette série se présente sous la forme f de pi sur 4 plus f' de pi sur 4 sur factoriel 1x moins pi sur 4 plus f seconde de pi sur 4 sur factoriel 2x moins pi sur 4 au carré plus etc. Il va falloir donc trouver les valeurs des dérivées successives de f au point pi sur 4. Commençons par f de x égale sinus x. La valeur de f en pi sur 4 est racine 2 sur 2. La dérivée de f de x est définie par f' de x égale cos x, que l'on peut écrire sinus x plus pi demi. La dérivée seconde de f en x, c'est la dérivée de sinus x plus pi demi ou bien cosinus x plus pi demi, que l'on peut écrire sinus de x plus 2 fois pi demi. La dérivée troisième sera la dérivée de sinus x plus 2 pi sur 2, ça va être cosinus x plus 2 pi sur 2, qu'on peut écrire sinus x plus 3 fois pi sur 2. Donc on généralise, on a donc la dérivée nème de f en x qui vaut sinus x plus n pi demi. Cela nous donne une dérivée nème en pi sur 4 valable, une expression valable pour tout n. Alors pour voir ce que cela donne en détail, nous avons si n est pair, n égale 2p, nous trouvons sinus de pi sur 4 plus p fois pi. Alors ça donne moins 1 puissance p sinus de pi sur 4 ou bien moins 1 puissance p racine 2 sur 2. P c'est n sur 2. Si n est impair, nous trouvons sinus de pi sur 4 plus pi sur 2 plus p fois pi. Ou encore, moins 1 puissance p sinus de 3 pi sur 4. Ça donne moins 1 puissance p racine 2 sur 2. Donc nous avons les valeurs des dérivées nème selon la parité de n. Ainsi, si on note la série de Taylor de f a0 plus a1x moins pi sur 4 plus a2x moins pi sur 4 au carré, etc., nous avons, en revenant à l'expression de la dérivée nème au point pi sur 4, nous avons a0 égale racine 2 sur 2, a1 égale racine 2 sur 2, a2 égale moins racine 2 sur 2. Alors, divisé par factoriel 2, et A3 égale moins racine 2 sur 2 divisé par factoriel 3, etc. De manière générale, nous avons AN égale sinus de pi sur 4 plus n pi demi sur factoriel n.
Et donc la série de Taylor est donnée par sigma de n égale 0 à l'infini de sinus de pi sur 4 plus n pi demi sur factoriel n, x moins pi sur 4 puissance n. Si on veut l'écrire en utilisant la parité de n, cela donne sigma de p égale 0 à l'infini, moins 1 puissance p fois racine 2 sur 2 fois 2p factoriel, x moins pi sur 4 puissance 2p, pour les paires. Sigma de p égale 0 à l'infini de moins 1 puissance p racine 2 sur 2 fois factoriel de p plus 1, x moins pi sur 4 puissance 2p plus 1, pour les impairs. Une deuxième méthode consiste à se ramener au point 0 à l'aide d'un changement de variable en posant u égale x moins pi sur 4. Lorsque x est voisin de pi sur 4, u lui est voisin de 0. Et donc sinus x s'écrit sinus de u plus pi sur 4, qui vaut sinus u cosinus pi sur 4 plus cosinus u sinus pi sur 4, que l'on peut écrire racine 2 sur 2 facteur de sinus u plus cosinus u. Comme on connaît les séries de Taylor de sinus u et cosinus u au voisinage de 0, la série de f sera donc racine de 2 sur 2 facteur 2. La première somme, c'est la série de Taylor de sinus u au voisinage de 0. Et la deuxième est la série de Taylor de cosinus u au voisinage de 0. Et donc, pour avoir la série de f, il suffit de se ramener à x en remplaçant u par x moins pi sur 4. Et on retrouve la même série de Taylor. Deuxième question, le rayon de convergence. Alors, la forme générale de AN est AN égale sinus de pi sur 4 plus n pi demi sur factoriel n. Alors, rappelons que selon la parité de n, le sinus donné soit 1 plus racine 2, soit 1 moins racine 2 dans tous les cas. Donc, lorsqu'on veut chercher le rayon, la valeur absolue de AN plus 1 sur AN s'écrira sinus de pi sur 4 plus n plus 1 pi demi, une parenthèse, sur n plus 1 factoriel, multiplié par factoriel n sur sinus de pi sur 4 plus n pi demi. On peut donc simplifier les sinus, puisqu'ils valent soit plus racine 2 sur 2, soit moins racine 2 sur 2. Et donc, on récupère valeur absolue de an plus 1 sur an est donc égal à factoriel n sur factoriel n plus 1, qui se simplifie et donne 1 sur n plus 1. Par conséquent, limite de valeur absolue de an plus 1 sur an est égale à 0, et donc le rayon est infini. Troisièmement, reste à montrer que la série de Taylor de f converge vers f. Alors pour cela, nous reprenons ici la dérivée nième de f en x, qui est sinus x plus n pi demi. C'est un sinus, donc sa valeur absolue majorée par 1. Posons m égale 1. Puis faisons appel à l'inégalité de Taylor qui nous dit que si les dérivées nième de f sont majorées par une constante m, alors le reste en valeur absolue est majoré par m fois x moins pi sur 4 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc m étant égal à 1, nous avons Rn de x en valeur absolue majoré par x moins pi sur 4 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Alors nous savons que la limite de x moins pi sur 4 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel quand n tend vers l'infini est égale à 0. On en déduit que la limite de Rn de x quand n tend vers l'infini est égale à 0, quel que soit x appartenant à R. R est le domaine de convergence car le rayon est infini. Et donc, dans ce cas, la série de Taylor de f converge vers f en tout point x de R. Pour ce qui est de cette limite nulle, nous savons de façon générale que la limite quand n tend vers l'infini de x puissance n sur factoriel n est nulle, car la somme de la série de termes générales x puissance n sur factoriel n est égale à l'exponentielle, et cette série est convergente pour tout x dans R. Il est naturel que son terme général tende vers 0, quel que soit x. Je vous remercie.